Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale consacrée au programme européen MMIAH. Alors, derrière cet acronyme, vous le savez, se cache une grande ambition, celle de valoriser et réhabiliter le patrimoine maritime, militaire et industriel de l'espace Atlantique Ouest. Alors, ce sont 9 villes et territoires européens partenaires qui ont réuni leurs forces, leur énergie, leur passion pour œuvrer à ces grands enjeux qui sont à la fois des enjeux touristiques, économiques, mais aussi patrimoniaux. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de clore ce programme, à la fois par la présentation du livre blanc qui a émergé de ce partenariat européen, mais également à travers des illustrations. Vous découvrirez en effet des actions concrètes et abouties sur les territoires. Et pour débuter cette émission, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par Dominique Goutte, vice-président de Caen-la-Mer, en charge du développement économique et référent Europe pour Caen, Normandie Métropole. Bonjour Dominique Goutte. Bonjour à tous. Merci d'être présent. Alors, peut-être une première question. Projet européen MMIAH, un projet de valorisation du patrimoine maritime, militaire et industriel, c'est ça ? C'est presque ça, pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, vous savez que notre territoire, la Normandie, notre territoire normand a été marqué très fortement par l'histoire ancienne, mais l'histoire du XXe siècle en particulier, et que de ce fait, elle a un patrimoine très riche, un patrimoine militaire évidemment. Nous avons tous en tête tout ce qui se rapporte au débarquement, bien sûr, mais un patrimoine maritime également, avec notre grande façade atlantique maritime, c'était évident, mais aussi un patrimoine industriel, qui est sans doute un peu moins connu et du coup un peu fragile, et qu'il convient peut-être de traiter avec attention. Et donc tout ce patrimoine, d'une façon générale, il nous a semblé important de l'inventorier, de l'identifier, de l'inventorier, pour, bien sûr, c'est ce que vous n'avez pas dit, pour d'abord le préserver pour des raisons à la fois culturelles et historiques évidentes, mais aussi, et ça par contre vous l'avez dit, pour en faire un élément d'attractivité vis-à-vis d'une politique touristique forte, qui va changer en fait de dimension, parce que aujourd'hui, quand on parle de tourisme de mémoire, on pense au débarquement, on pense au mémorial de Caen, mais on a beaucoup plus que cela à montrer, beaucoup plus d'objets, de choses, et qui irriguent l'ensemble de notre territoire. On verra effectivement des exemples. Donc j'entends bien construire une démarche touristique à partir de ce patrimoine, mais vous n'avancez pas seul, et puis vous, le référent européen, je sais que vous y êtes très attaché, c'est une démarche partenariale. Oui, bien sûr. Je pense qu'on avait le matériel pour faire ça sur notre territoire, mais il nous a semblé beaucoup plus intelligent de faire ça avec nos voisins et amis, je veux dire, qui partagent avec nous une partie de cette histoire, évidemment, et puis qui partagent cet arc atlantique. Alors, quand l'Europe a lancé dans un programme Interreg un appel à projet qui, justement, traitait de cette question, bien sûr, nous nous sommes rapprochés des pays que vous avez cités tout à l'heure, d'ailleurs, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne et du Portugal, avec notre partenaire français qui était La Rochelle. Alors aujourd'hui, on va découvrir le livre blanc. Merci beaucoup Dominique Goutte d'avoir ainsi lancé cette émission. Découverte du livre blanc avec Patrice Duny. C'est parti. Eh bien voilà, Patrice Duny me rejoint, un directeur du pôle métropolitain et de l'agence d'urbanisme de Caen Normandie Métropole. Bonjour Patrice Duny. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors on va parler du livre blanc, de la démarche MMIAH. Mais avant cela, peut-être une première question. Le pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, 1 300 000 habitants. C'est pas rien. Parlez-nous un petit peu de ce pôle métropolitain. Oui, alors, le pôle métropolitain Caen Normandie Métropole est né en 2015, au moment de la création de la région Normandie. Et il regroupe, alors c'est une structure un peu particulière, qui regroupe des intercommunalités. Et aujourd'hui, c'est 23 intercommunalités de l'ancienne Basse-Normandie, que désormais on appelle l'Ouest de la Normandie, ou la Normandie de l'Ouest, et qui ont considéré qu'il était important, dans le cadre de cette fusion des deux Normandies pour n'en faire plus qu'une, qu'il était important de peser, d'être représentés, mais aussi de travailler ensemble pour un certain nombre d'actions opérationnelles importantes à mener dans nos territoires. Alors, ce pôle métropolitain, il est né de 2 constats partagés désormais. Un, que Caen est bien la grande ville de l'ouest de la Normandie et que ça ne se discute pas trop parce que c'est factuel, mais que l'ouest de la Normandie, c'est aussi une armature urbaine de villes petites et moyennes extrêmement dense, extrêmement importante. Et c'est cette reconnaissance relative des uns et des autres
du rôle des uns et des autres, qui constitue désormais quelque part le cadre d'intervention des territoires dans l'ouest de la Normandie. C'est très clair, effectivement. On parle également alors du programme européen Interreg Atlantic Area ou Espace Atlantique. Alors, c'est quoi ce programme? Alors, l'Union européenne fonctionne avec des programmes, notamment Interreg, qui veut dire interrégional. Donc, il y en a qui sont globaux, mais il y en a qui sont géographiquement ciblés. Et l'Union européenne a considéré qu'il y avait cette façade atlantique qui était un élément important, et de fait, ça l'est. Donc, historiquement, on a 5 pays, 4 bientôt, puisque un nous quitte, nous a quittés, malheureusement, qui est le Royaume-Uni. Mais il y avait historiquement donc le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, l'Espagne et le Portugal. Et ces territoires partagent le fait d'être la façade atlantique de l'Europe de l'Ouest, partagent aussi une histoire commune ancienne, une histoire commune parfois agitée, parfois conflictuelle, mais une histoire quand même riche et importante. Donc ils se caractérisent par, et d'où l'intérêt de ce programme, 3 choses. Le premier, c'est qu'ils sont tous maritimes, ils sont façade maritime ou rétro-littorale. Le deuxième, c'est qu'ils ont une histoire militaire parce que pendant des décennies, voire des siècles, on a quand même pas mal guerroyé sur ces espaces-là, sur terre comme sur mer. Et puis, dernier point important, c'est le caractère industriel. Je vous rappelle que l'Angleterre est le berceau de la révolution industrielle, mais au Royaume-Uni, dans une bonne mesure en Irlande, en France bien évidemment, et en Normandie aussi, sur la façade atlantique française, au nord de l'Espagne, Pays Basque en particulier, au Portugal. Nous avons partout un patrimoine industriel important. Et ce patrimoine, Dominique Goutte le disait précédemment, il a été un peu oublié. En tout cas, aujourd'hui, pour la partie industrielle, la partie industrielle, absolument. Ouais. Cette partie industrielle a été un peu oubliée. Et il convient aussi de la remettre au goût du jour, de savoir ce qu'on peut en faire, de la revaloriser et d'en faire probablement un outil et un atout touristique des territoires. Alors, c'est ça, justement, le projet MMIAH, Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Coast. C'est ça, le projet MMIAH. Et c'est parce que ce constat a été partagé non seulement par nous, mais aussi par les autres pays européens, que ce programme a été lancé sous égide européenne et qu'il a regroupé des partenaires, donc 9 villes et territoires, des 5 pays que j'évoquais précédemment. Il y a 5 pays, mais au sein des pays, il y a plusieurs territoires. Il y a plusieurs territoires, tout à fait. Et nous sommes 9 partenaires dans ce programme Interreg. Alors, on les cite si vous voulez, Cadiz en Espagne, Caen, évidemment la métropole, Cork en Irlande, Ferrol à nouveau en Espagne, Ilavo au Portugal, La Rochelle en France, Limerick en Irlande, Liverpool pour le Royaume-Uni et Plymouth. Ben voilà, effectivement, il y a la carte qui s'affiche derrière nous. Pourquoi Patrice Duny, finalement, le pôle métropolitain a-t-il souhaité s'engager dans ce projet aux côtés des partenaires que nous venons de citer? Alors, je disais, il y a une conjonction un peu astrale du principe, c'est que cette question de la valorisation touristique des espaces est un sujet important pour l'ouest de la Normandie. Nous avons un produit touristique qui existe et qui fonctionne bien, mais qui est beaucoup basé sur le balnéaire, pour partie, et sur le tourisme mémoriel. Oui. Alors dans le mémoriel, on va du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale, mais on est quand même essentiellement sur ces sujets-là. Donc l'idée était de modifier, d'élargir notre produit touristique. Et premier point. Deuxième point, le pôle métropolitain étant créé à ce moment-là, l'idée était aussi de trouver un sujet qui intéresse l'ensemble des territoires de l'ouest de la Normandie. Et ce sujet-là, de fait, intéressait tout le monde. Ouais. Et comme l'appel à projet sur ce programme est sorti européen au même moment, la conjonction fait que création du pôle métropolitain, intérêt des territoires et programme européen fait que nous avons participé et que nous nous sommes inscrits et que nous ne le regrettons pas aujourd'hui. Je comprends maintenant l'adjectif astral. Hein, voilà, tout s'est mis en ligne et en ordre de bataille. Alors justement, vous aviez des actions à mener, 3 actions, c'est ça, obligatoires par territoire. Alors voilà, le programme MMIAH, c'est un programme européen, donc avec une série de travaux à mener par l'ensemble des partenaires, ensemble et séparément. Donc on appelle ça des work packages dans la terminologie européenne. Il s'agissait de mener un certain nombre de projets. Parmi ces projets, il y avait des travaux d'études, des travaux d'investigation et puis des projets opérationnels. 3 projets opérationnels de test, quelque part, des démonstrateurs de la méthode que nous mettions en place collectivement. Alors, on va en présenter 2 aujourd'hui. On va voir qu'ils ont été aboutis, effectivement. Et alors,
Il y avait aussi une méthodologie à respecter. Voilà, cette méthodologie, elle est très carrée et très claire. Le premier, ça s'appelle étude évolutive. Donc il s'agissait d'abord de référencer et d'identifier ce patrimoine sur le territoire. Alors, côté Ouest Normandie, ça a été un travail important parce que le territoire est vaste. Nos autres partenaires sont essentiellement des villes. Oui, alors eux, c'était circonscrit à leur ville. Ouais. Vous, il a fallu inventorier sur l'ensemble du territoire. Ça a été compliqué, ça, peut-être, non? Alors, c'est du travail. C'est pas forcément compliqué, mais c'est un travail plus important que de le faire à la seule échelle d'une ville. Ouais. Donc, on en a tiré un répertoire. On est donc le répertoire le plus fourni du programme, dans lequel on a identifié ce patrimoine militaire, maritime et industriel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, dans ce panel de sites identifiés, il faut en identifier dans l'espace et dans le temps un certain nombre comme étant porteurs de sens par rapport à une stratégie qu'on va définir. Donc ça, c'est l'étude évolutive qui permet de fixer le plan directeur. Et le plan directeur, c'est cette stratégie qu'on définit en disant voilà quels sont les éléments de patrimoine qu'on souhaite valoriser, voilà pour quelles raisons, et voilà comment les choses vont s'organiser. D'accord, ça c'est votre deuxième étape finalement. Ça c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a repéré, on va dire, on se projette avec le plan directeur. Plan directeur, tout à fait. Et troisième étape alors? Alors là, le plan directeur, c'est la stratégie. Et ensuite, on a le plan de gestion. Et le plan de gestion, on rentre vraiment dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il s'agit de définir concrètement comment les choses vont se faire. En termes de calendrier, en termes de budget, en termes d'organisation, en termes de planning, etc., etc. Mais il y a un chef de projet? Comment il y a une petite armée, je dirais. C'est un des apports du livre blanc que de dire que ça ne fonctionne vraiment bien qu'à partir du moment où on a une ingénierie et une équipe projet, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui fonctionne bien, parce qu'on s'inscrit dans des projets de moyen terme. La revalorisation du patrimoine, c'est jamais immédiat, c'est toujours un chemin long. Et ça suppose d'avoir une multiplicité de compétences, et d'avoir du temps devant soi, 2. Et puis troisièmement, d'avoir quelques moyens, mais on y reviendra. On reviendra effectivement sur les actions et leur réussite. Mais le projet, alors, les projets pilotes retenus par le pôle métropolitain, on va en détailler 2, mais comment vous avez fonctionné? Quels ont été vos critères et puis quels sont ces projets? Alors, je vous disais que le principe, c'était de diversifier notre produit touristique normand. Donc, l'idée a été peut-être un peu de partir à rebours de pourquoi les territoires étaient le plus connus, pour essayer de montrer qu'il y avait autre chose sur ces territoires. Alors, nous avons retenu 3 sites. Un, en partant du plus proche par rapport au site qui est aujourd'hui celui de Caen, qui est Falaise. Donc, à Falaise, qui est quand même la ville de Guillaume le Conquérant, nous avons choisi de mettre en exergue son passé historique récent, qui est la Seconde Guerre mondiale, ville qui a été particulièrement marquée, notamment par la résorption de la poche de Falaise, et qui est la ville qui est maintenant la ville du support du mémorial des civils dans la guerre. Et c'est un élément important. Donc là, il y a la valorisation d'un char Sherman, qui se trouve maintenant devant ce mémorial, et qui a été reconfiguré par un artiste, relooké de façon assez intéressante. Donc ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est à Dompierre, dans l'agglomération de Flers, un site industriel minier qui fait l'objet depuis quelque temps d'une réhabilitation, et où la MMIH spécifiquement s'est penchée sur l'organisation de la réhabilitation d'un tunnel d'accès minier. Donc là, voilà, on est dans la réhabilitation du patrimoine 19e siècle, on va dire, de patrimoine minier et industriel. Et puis le troisième projet est un projet un peu étonnant aussi. On est à Granville, donc Granville qui est un port de pêche, mais aussi une cité touristique et balnéaire. Et bien là, on est allé vers l'industrie du luxe en traitant de l'histoire locale de la famille Dior. Dior, bien sûr. Alors famille Dior, qui est une famille historiquement portuaire, des gens qui œuvraient sur le port. Et puis un des enfants a eu un destin un peu particulier. Et donc il est passé du port à la hauteur de Granville, pour ceux qui connaissent. Et c'est cette histoire qu'un jalonnement dans la ville raconte à travers des panneaux qui ont été financés par le programme. D'accord. Alors, nous parlions également du livre blanc. Et dans ce livre blanc, vous émettez des bonnes pratiques et des recommandations. Alors, est-ce qu'on peut d'abord voir les bonnes pratiques mises en place que vous avez retirées de cette expérience et que vous pouvez partager pour les suivants, je dirais? Alors, il y a déjà un certain nombre de défis communs qu'on a dû traiter tous collectivement et qui sont bien relatés dans ce livre blanc. Le premier, je l'ai un tout petit peu évoqué, c'est la question des financements et des ressources.
réhabiliter le patrimoine, c'est un coût, et c'est souvent un coût élevé. Et dans le cadre des affectations budgétaires, il faut faire des choix. Ouais. Et c'est difficile, alors il faut être convaincu et être un peu militant pour expliquer que cet élément est important dans le cadre d'une stratégie à moyen terme de valorisation touristique. Mais le petit 1, trouver des ressources financières. Ouais. On verra d'ailleurs que l'Europe et ce projet a aidé les projets dont on va parler à lever d'autres fonds. Hein. Alors c'est vraiment la philosophie européenne, c'est d'avoir cet effet levier. Et c'est ça. Sans le fonds européen, rien n'aurait pu se faire, mais le fonds européen ne suffit pas à tout faire. Bien sûr. C'est Donc clair. ça, c'était le premier élément, premier retour d'expérience. Le deuxième point, c'est à qui appartient le site qu'on veut revaloriser. La question de la propriété et de foncière et immobilière est importante. Il est difficile d'intervenir si on n'est pas propriétaire. Et devenir ou être propriétaire, ça peut prendre du temps. Auquel cas, ça va repousser l'organisation du projet dans le plan de gestion. Donc cette question de la propriété foncière est importante. Il y a un point qui est assez crucial, c'est qu'un site non accessible est un site très difficile à valoriser. Si son accès est trop compliqué à reconstituer, alors on aura du mal à et ça, le livre blanc le montre très bien. Ouais. On ça, aura c'est un frein pour vous rédhibitoire, véritablement. Hein. C'est un vrai frein si l'accessibilité n'existe pas ou si elle est trop chère à développer. Ouais. Et puis un dernier point, c'est un peu ce que nous avons essayé de faire, c'est qu'il faut être dans le réglage fin de l'offre touristique autour. C'est-à-dire que si on est dans quelque chose, dans une offre touristique trop marquée, il est difficile de valoriser un patrimoine très différent de cette offre touristique marquée. En revanche, si on essaye de diversifier, il faut être certain que le produit qu'on va proposer ne va pas être phagocyté par ce qu'il y a autour. Ouais. Alors si j'entends bien, il ne faut pas être près d'un élément phare, près du Mont-Saint-Michel ou ce genre de choses. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué pour exister. Alors l'exemple qu'on prend en Normandie, parce qu'il est assez connu, c'est la fabrique Baudin, des grilles. Oui, dans l'Orne, et qui, du coup, étant un peu toute seule dans son territoire, est devenue un vrai produit touristique. Ouais. Là, ça marche très bien. Ouais. Parfois, c'est pour ça qu'à Granville, on a utilisé quelque chose qui était un peu light. Hein. Ouais. Il n'était pas question d'aller à l'encontre tout à fait du produit touristique local. Donc voilà, ça c'est un sujet important aussi, bien choisir le patrimoine qu'on va valoriser par rapport à l'offre autour. Alors ce qu'on entend, c'est qu'il peut y avoir une offre, mais on peut la valoriser différemment. Ça c'est l'exemple de Dior avec la maison musée, et vous avez trouvé une autre façon de valoriser. Et est-ce qu'il y a alors, est-ce qu'on va trouver dans ce livre blanc des recommandations également? Ça aussi c'est bon quand on est chef de projet, hein, d'avoir le retour d'expérience et des recommandations. Voilà, alors le retour d'expérience il se fait de deux façons, sur les bonnes pratiques d'une part et sur des recommandations issues de ces bonnes pratiques d'autre part. Alors sur les bonnes pratiques, ce qu'on sait, c'est, parce qu'on l'a testé maintenant à nous tous, c'est que la méthode qu'on a mise en œuvre, elle est efficace. Hein, le fait de repérer, de choisir et de mettre un plan de gestion, c'est vraiment la façon de faire. Donc cette méthode, elle est reproductible et on se permet de la proposer à d'autres territoires qui ont les mêmes problématiques que nous. Oui, parce qu'elle a été testée dans 5 pays différents, donc dans 5 pays différents, sur 5 cultures, et puis 9 territoires, qui sont totalement différents les uns des autres également. Dans ces 9 territoires, on peut avoir des remparts élisabétains à Cork, on peut avoir des hangars 18e, 19e siècle à Liverpool, on peut avoir des enceintes fortifiées 18e siècle à Cadiz, des hangars portuaires à Limerick, enfin voilà. Donc cette méthode a été éprouvée, quel que soit le contexte. Quel que soit le contexte, tout à fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut définir clairement l'axe stratégique sur lequel on va travailler, il ne faut pas se disperser. En gros, c'est ça le sujet. Ce serait quoi, juste que je comprenne avec vous, le risque de dispersion? Vous dites qu'il ne faut pas se disperser, comment on pourrait se disperser? Je renvoie au premier sujet. À partir du moment où on a des ressources limitées, il faut vraiment cibler les concentrer sur ce qui est stratégique plutôt que d'essayer de tout couvrir ce qu'on ne peut pas faire. Et ça m'emmène d'ailleurs au point suivant, qui est de se fixer une ambition raisonnable. Voilà, on a toujours envie de tout faire, parfois on ne peut pas, donc il faut cet axe stratégique et se fixer des objectifs à la fois raisonnables et réalistes. L'autre point, on l'a déjà évoqué, c'est se doter d'une ingénierie adaptée. Donc en termes de compétences et en termes de pérennité. Ça, c'est un sujet important. On l'externalise, bureau d'études, ou les deux sont possibles? Alors ça dépend des pays, c'est-à-dire que les Anglais en particulier, tout est externalisé au privé, mais ça c'est culturel chez eux. En France, on est dans du mixte. Certains pays, c'est vraiment la collectivité qui gère. Donc voilà, c'est variable. L'Union européenne est très souple là-dessus. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Ah d'accord, bon. Et que ça soit en lien avec la culture locale, l'idée d'être efficace. Et puis, même chose, on est sur quelque chose qui va être évolutif. Donc là, on termine le programme MMIH, mais derrière, la valorisation du patrimoine, ça se poursuit. Donc il faut qu'on puisse s'adapter et il faut que les programmes soient évolutifs. Merci beaucoup. Encore un point alors? Encore un point, quelques points qui sont les recommandations.
Donc cette méthode, elle est utilisable, mais il faut l'adapter à chaque contexte, Ouais. ça c'est clair. Ouais. Je réinsiste la notion de cette équipe projet qui est un élément crucial. Ouais. Il faut s'en tenir à la stratégie définie, Ouais. même s'il faut être adaptable, il faut s'en tenir quand même Ouais. à cette stratégie. Donc flexible dans le cadre, quoi, on va dire. Hein. Ouais. Et puis il faut savoir apprendre de ses échecs. Et valoriser ce qui marche, mais il faut apprendre de ses échecs. Et puis quelque part, c'est l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de dire notre méthode à 9 dans 5 pays, elle a marché. Donc on vous explique que ça peut se faire. Prenez maintenant la suite de ce que nous avons initié. Nous sommes là pour vous expliquer et vous aider le cas échéant. Merci beaucoup Patrice Duny. Le relais est ainsi passé. Vous trouverez dans les commentaires l'ensemble, dans la rubrique sous YouTube, dans votre vidéo, la rubrique commentaires, vous trouverez l'ensemble des liens. On peut télécharger ce guide. Est-ce que, et ça c'est une question piège, mais est-ce qu'on peut vous contacter si on a besoin d'avoir un petit tuyau entre nous? Alors, première chose, sur le site internet du pôle métropolitain, vous trouverez campmétropole.fr, vous trouverez l'ensemble des documents et des diaporamas en français parce que le livre blanc est en anglais, comme tous les projets européens. Et puis, le cas échéant, si vraiment des questions se posent, nous sommes effectivement accessibles et n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. C'était la question piège pour terminer. Merci mille fois Patrice Duny. On poursuit et donc je vous emmène tout de suite à Falaise. Voilà, me rejoint sur le plateau Claude Letertre, ancien président de la communauté de communes du pays de Falaise et conseiller départemental du Calvados. Bonjour Claude Letertre. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, on va parler de la réhabilitation du char Sherman de Falaise. Alors, d'abord, peut-être le contexte. Falaise, ville très importante, ville unique en France, parce que avec un musée des civils de la guerre. Mais oui, c'est ça l'intérêt de Falaise. En écoutant Patrice Duny, je me disais, Falaise, c'est son château, c'est la ville natale de Guillaume le Conquérant. C'est également une histoire industrielle. Il faut savoir qu'on a eu une usine Moulinex qui a eu jusqu'à 1200 employés. Donc inutile de vous dire que la gestion du patrimoine, c'était un vrai sujet. Et là, c'est le conseil départemental du Calvados qui nous a aidés. Mais on s'est dit, dans un projet de ville, il faut utiliser ses atouts. Or, le nom de Falaise est attaché à la poche de Falaise. Ah oui, la fameuse poche de Falaise. La poche de Falaise. Sauf que, allez, je vais être colère comme d'habitude, la bataille de Normandie, ça a duré 100 jours. Ça ne se résume pas aux 5 à 10 jours autour du 6 juin. Des plages du débarquement, bien sûr. Voilà. Donc, il s'est passé quelque chose dans l'arrière-pays et notamment, il y a eu beaucoup de morts. Et il faut savoir que dans la bataille de Normandie, il y a eu 18 000 morts civils normands, c'est-à-dire autant que de militaires de toutes les nationalités. Et ça, c'est une des caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale. La guerre des civils est devenue d'actualité à ce moment-là, malheureusement. D'ailleurs, c'est un musée vraiment très, très impressionnant et que je vous recommande. Mais le sujet, c'est le char. Vous avez voulu, oui, vous avez voulu faire venir un char Sherman, donc ce fameux char américain. Racontez-moi un petit peu la genèse de cette idée. Bon, malheureusement, lorsque le musée mémorial des civils a été construit, a abouti une demande très ancienne pour avoir pour Falaise un char Sherman qui a sa place lorsqu'on évoque la bataille de Normandie, mais dans le cadre d'un musée de la paix, qui traite des civils, c'est pas une évidence. Et le maire de Falaise n'était pas très chaud pour accueillir ce char qui était en confrontation avec la belle statue de Guillaume le Conquérant juste à côté. Et en gros, c'était difficile d'en faire quelque chose d'intelligent. Il n'y a pas eu de consensus, quoi. Au démarrage, c'était plutôt non, c'est un outil de guerre et nous on a assez souffert, on ne peut pas le voir. Et vous avez en face les anciens combattants qui ont un respect absolu pour ce matériel militaire. Mais c'était sans compter sur Claude Letertre et ses équipes, parce que vous êtes allé plus loin. Ce char, vous en avez fait autre chose, vous en avez fait un symbole. Alors, je crois que c'est très important. L'idée est venue de Stéphane Grimaldi, le directeur du mémorial, parce que lors de 2014,
à ce moment-là, il y avait sur le mémorial de Caen une bande dessinée faite par Jeff Aérosol. C'était pour le 70e anniversaire, je Oui, crois, du c'est ça, débarquement, hein. oui, en 2014. Et donc cette bande était extraordinaire. Et on a demandé à Jeff Aérosol si avec un engin de guerre comme un char, eh bien, on pouvait en faire un objet culturel. Ouais, c'est ça. Et Jeff s'est accroché au projet en partant du principe qu'effectivement, la guerre atteint aussi bien les militaires et les civils et surtout toutes les populations. Et donc, il nous a proposé de mettre sur ce char des visages de la population et civile et militaire. On voit les images derrière moi, effectivement, Jeff Aérosol, qui est un artiste graffeur évidemment mondialement reconnu, et qui a posé ses visages, et il explique un visage à la fois de civil, de militaire, ce qui représente bien Falaise et les souffrances de Falaise. Et alors, pour cette réhabilitation, eh bien, voilà, on voit Jeff Aérosol derrière moi. Et effectivement, pour cette habilitation, finalement, vous avez aussi bénéficié du pôle métropolitain Caen-Normandie Métropole et du projet européen. Il ne vous a pas échappé que Falaise était en Normandie et que notre grande sœur, notre ville amie, c'est Caen. Et donc, ce pôle métropolitain était une opportunité. Et puis, dans le climat conflictuel dans lequel se plaçait, on avait un autre sujet. Quand vous dites à des anciens combattants et au ministère des Armées, votre char, on va le graffer, ça ne crée pas l'enthousiasme spontanément. Mais quand vous dites on va faire un vrai projet qui devra être validé par l'Europe, là, on commence à intéresser les gens, on fait taire les dissensions, et puis on donne du sens à un objet de guerre qui est dans son contexte. Ouais. Si je vous entends bien, alors c'est à la fois, bien sûr, une aide financière, on l'a vu, ça, être capable de financer avec ce projet européen, mais c'est aussi la crédibilité. Ça a permis d'asseoir la crédibilité de votre projet. C'est exactement ça. Ça donne une vraie crédibilité et ça fait taire les dissensions. Le ministère des Armées a été rassuré à partir du moment où on a dit c'est un projet qui est validé au niveau de l'Europe. Et je trouve que c'est très beau, très symbolique. Moi, je suis un Européen convaincu. À un moment où on voit les extrêmes qui sortent le bout du nez et que lorsqu'on doute en Normandie de l'arrivée en tête d'un parti extrémiste, moi, ça me donne des boutons. Et je suis fier, quelque part, d'avoir montré que l'Europe, eh bien, elle a du sens dans son action. Elle donne de l'argent, mais elle donne du sens à ses actions. Pardon, excusez-moi, mais comment est perçu ce symbole aujourd'hui? Comment il est reçu? Après, on l'a vu, un démarrage peut-être un petit peu difficile. Aujourd'hui, ça se passe comment? Eh bien, c'est une fierté. C'est une vraie fierté. Ce char est allé à Reims, il est allé à Paris, il a été sur la place d'Enfer Rochereau pendant 6 semaines, il est allé à Bastogne où il y a un musée, effectivement. Bastogne, c'est une ville, je dirais, similaire, mais à l'envers par rapport à Falaise. Dans les Ardennes belges. Dans les Ardennes belges, où les Américains étaient encerclés, les Allemands faisant un retour extrêmement violent. Donc, il est allé là-bas. Et puis, il a failli aller à Berlin, puis le Covid a arrêté tout ça. Mais il est revenu à Falaise et tout le monde, il a trouvé sa place et son symbole. Et son symbole. C'est très beau. Ben voilà, il a trouvé sa place. Ce symbole a trouvé sa place à Falaise. Merci beaucoup, Claude Le Tertre, d'avoir partagé votre expérience et puis ce bel objet, ce beau symbole. Merci de votre présence. Merci à vous. On poursuit et puis bien, on va dans le bocage orné. Voilà, me rejoint sur le plateau Thierry Olivier. Bonjour Thierry Olivier. Bonjour. Vous êtes président de l'association Le Savoir et le Faire, Faire F-E-R, le jeu de mots savoir-faire, qui gère le site de la Butte Rouge. Alors, moi je découvre avec vous que la Normandie et l'Orne eh bien, possèdent un patrimoine minier. Il y avait des mines dans le bocage. Et puis alors, quand je dis des mines, c'est pas des petites mines, hein. Et oui, ça peut paraître incongru, des mines dans l'Orne, des mines en Normandie. C'est vrai qu'on a tous l'image d'Épinal en tête, la Normandie verte. La Normandie, c'est les vaches normandes sous les pommiers. C'est ça. Eh bien oui, mais il n'y a pas que ça. Vous savez que l'Orne, c'était le département normand, bas normand, ex-bas normand, le plus industriel. Eh oui. Et de cette histoire pluriséculaire, mais non seulement pluriséculaire, mais multimillénaire,
et ben ça a marqué fortement le territoire, et notamment le bocage orné, puisque nous sommes dans le bocage orné. Et depuis 2 millénaires, quasiment sans interruption, on extrait du minerai de fer localement, qu'on va transformer pour en faire du coup un pôle quincaillier qui va être le plus fort de l'Europe. Tinge-Bray, hein. Voilà, Tinge-Bray, Ouais. pour dire que voilà, ça a marqué le territoire, l'économie, les paysages, la culture, le vocabulaire. Oui, c'est ça, ça se retrouve. Et j'en passe. Ouais, ça se retrouve un petit peu partout dans la culture, dans les noms, la toponymie, etc. hein, Tout à effectivement. fait. Ça, c'est assez incroyable. Alors. En revanche, ce qu'il y a, et c'est peut-être aussi pour ça que moi je l'ai redécouvert, c'est que c'est un patrimoine qui est un peu enfoui, un peu oublié, et un peu enfoui, on comprend le double sens également. Oui, effectivement, quand on parle de patrimoine minier, on peut dire enfoui naturellement, mais enfoui physiquement et enfoui dans les mémoires. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans une société où tout va très vite, où on avance, on est dans le mouvement, et finalement, moi, j'ai à l'esprit l'importance que ça a de dire, pour savoir où on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient. Ouais. Et ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, Malraux le disait, le ministre de la Culture du général de Gaulle, disait le présent, c'est le passé fait au futur. Et donc, voilà, tout notre travail, c'est de faire émerger à nouveau cette mémoire qui est une mémoire glorieuse. Vraiment, on a eu donc une exploitation bimillénaire artisanale, semi-industrielle, et puis effectivement, au XXe siècle, une exploitation industrielle. À des multinationales. Voilà, des multinationales. Nous, on avait, dans chaque commune, vous imaginez, il y avait entre 40 et 50 nationalités différentes. Ah, c'est incroyable. Voilà, donc en fait, tout le monde entier était réuni, était résumé dans quelques, j'ai envie de dire, dans quelques patelins. On retrouve la rue des Chinois, par exemple, ou des noms comme ça. Exactement, la rue des Chinois, la maison des Chinois. On a toutes les nationalités qui suivent en fait au gré de l'histoire. En 17, on a les Russes qui débarquent, les Russes blancs. Et c'est d'ailleurs, non pas sans créer certaines animosités, évidemment, parce que vous savez que la mine est fortement syndiquée. La mine est rouge et on arrive dans le bocage, qui est une terre de paysans, qui a des racines profondes, qui est plutôt monarchique à la base. Donc vous imaginez le bleu et le rouge, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des confrontations. Ça fait des étincelles. Voilà, ça fait des étincelles. Alors vous, votre volonté, c'était finalement de décliner l'histoire de façon transversale. Il y avait bien sûr l'industrie, l'économie, la culture. Ça, c'était un enjeu très important pour vous. Oui, c'est ce que je le disais, cet enjeu de passé, c'est un enjeu d'identité, mais on le décline dans le futur. Je suis convaincu qu'un territoire rural comme l'Orne, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de littoral, n'aura pas d'attractivité naturelle si on ne réussit pas à décliner en fait un paysage culturel identitaire suffisant pour faire rêver les gens. On a un vrai problème, par exemple, dans l'Orne, mais ça se développe malheureusement en France, par exemple, pour faire venir les cadres de santé. Et si on ne réussit pas à avoir un territoire d'attractivité, justement avec du patrimoine, avec du paysage, aujourd'hui avec de l'espace, parce que les cartes sont rebattues avec le Covid, mais voilà, on va faire déambuler les épouses de médecins et dire voyez notre beau patrimoine, et voilà, et comme quoi on peut faire de belles choses avec ce patrimoine. Et là, le projet MMIH est tombé. À point nommé. Vous me faites la très bonne transition, parce que ce projet européen à travers le pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, là ça a été à la fois une aide financière, un levier comme on l'a déjà dit. Parlez-nous un petit peu de ce projet et ce que vous avez mené comme défi. Alors, vous le disiez, on a voulu le décliner, en fait, cette identité touristique et patrimoniale de façon transversale. Je le disais, économique, touristique, sociale. Donc, sur le site qui nous concerne, où le projet MMIH s'est décliné. La butte rouge, les fours de la butte rouge sur la commune de Dompierre. Donc c'est un site monumental. C'est 10 000 mètres carrés de bâtis anciens où on peut imaginer un lieu d'événementiel assez extraordinaire. Et donc le projet MMIH est arrivé. On avait lancé il y a quelques années un chantier d'insertion professionnelle permanent. Donc on a 150 jeunes qui sont arrivés par là qui ont appris les métiers du bâti ancien au fur et à mesure des mois et des voilà, années. Et du coup, on les a ensuite relancés vers des beaux projets patrimoniaux comme le Mont-Saint-Michel ou d'autres. Et voilà, c'est en fait, on dit le chemin, avant d'arriver au but, en fait, le chemin est déjà un but en soi. Oui, alors là, on comprend. Et là, on le comprend. Là, on parce comprend que moi, j'y vais
quasi quotidiennement, parce que c'est à 2 pas de chez moi, et je vais voir les équipes, je vais voir l'encadrant, je vais voir dire où tu en es, comment ça se passe, et voilà. Donc ça ce sont nos tripes. Alors après, l'aspect administratif, l'aspect plus réglementaire, l'aspect plus sécurité, avec forcément puisque Caen Métropole est là. Donc ça, c'est un côté un peu plus pénible, mais on fait avec. Il faut les tripes, il faut la tête. Voilà, il faut les deux, sinon on n'avance pas. Voilà. Alors, moi, évidemment, c'est décors. Parce que moi, j'appelle ça des décors. Hein. Vous vous baladez dans les forêts, vous tombez sur des ruines de mines et vous avez l'impression d'être dans Indiana Jones. C'est vraiment incroyable. On regarde quelques images et puis on en parle après. Eh bien oui, héritage industriel à Dompierre, les mines de Dompierre, le pôle métropolitain, le projet MMIAH. Vous m'avez dit, quand on a préparé notre échange, ça a été une double aubaine, hein, financière à la fois, et puis un levier pour obtenir des cofinancements après. Complètement. Donc, effectivement, une aubaine financière. Il y a l'Europe qui, on va dire, comme il y a quelques dizaines d'années, l'Europe débarque à nouveau dans l'Orne. Waouh! Et donc, du coup, on a pu faire des choses assez incroyables. On a pu accélérer ce mouvement, renforcer, conforter l'équipe de notre chantier d'insertion, le faire savoir, faire de la communication. Et effectivement, ça a accrédité notre projet, qui était d'abord un projet de territoire, un projet associatif, un projet du public, avant d'être un projet des élus, que finalement les élus se le sont appropriés progressivement. Mais justement, c'est grâce à ce projet européen que derrière, effectivement, tout le monde s'est aligné. L'Europe est là, si l'Europe s'engage dans nos territoires. Eh ben, allons-y. Et donc voilà, donc du coup, on a pu avoir à la fois des fonds publics, de l'agglomération, du département, et puis des fonds privés. Parce que là, c'est vraiment notre cœur de métier. Un de nos cœurs de métier, c'est d'aller chercher des fonds privés, des fondations locales, régionales, nationales. Et ça, du coup, évidemment, ça a démultiplié notre crédit. Voilà, crédibilité démultipliée. Et alors, j'ai envie de vous demander, mais la suite, parce que là, je sens l'énergie, je me dis, mais jusqu'où allez-vous aller? La suite, alors vous avez visionné quelques vues, en fait, vous parliez on se croit Indiana Jones. Ah oui, c'est incroyable. Quelques vues du site de Dompierre, mais il faut imaginer que le Bocage Journée, nous, on travaille sur 60 km², c'est une petite dizaine de sites qui ont la même ampleur, de différentes époques, de différentes étapes dans la filière métallurgique. Et donc, du coup, tous ces sites reliés par un cordon naturel qui étaient les anciennes voies ferrées. Et là aussi, il y a un travail justement d'acquisition. On a parlé de la question de l'emprise foncière. Il y a un travail d'acquisition de ces sites et puis du lien entre tous ces sites. Et là, on est dans le dur, on est dans la partie qui n'est pas très valorisante parce qu'en fait, on fait les accès, la sécurisation. Mais il faut passer par là pour en fait, imaginer dans un second temps ce projet touristique global et avec différents sites en lien les uns et les autres, et avec chaque site a un charisme propre. Et en fait, on ne va pas se cantonner à se dire c'est du patrimoine industriel, c'est du patrimoine minier. Évidemment, ça l'est d'abord. Mais chaque site a un charisme. Je pense aux Forges de Varennes, classées monuments historiques, qui ont un charisme autour de l'eau. Et on pourra imaginer des questions autour de l'écologie, autour de l'énergie. Voilà. Très impressionnant, en tout cas, des sites qui sont vraiment magnifiques, des sites à visiter, des sites que je vous recommande. Thierry Olivier, merci pour cette passion, l'association, le savoir et le faire. Alors vous retrouvez l'ensemble des informations, le livre blanc, des liens dans la description sous cette vidéo. Et puis, écoutez, j'espère qu'on vous a donné envie de visiter ces sites, de visiter la Normandie, de nous rejoindre. À très bientôt.